Peintre polonaise née à Radom dans une région alors annexée par l'Empire russe et installée à Paris à partir de 1913, Zofia Piramowicz, dite Sophie Piramowicz, a laissé une œuvre riche et cosmopolite, aujourd'hui dispersée en grande partie dans des collections privées. Issue d'une famille polonaise d'origine arménienne et française, elle développe très tôt un goût pour l'exotisme et les cultures étrangères. Formée à l'école des beaux-arts de Varsovie à partir de 1904, puis à l'école des arts décoratifs de Dresde entre 1910 et 1912, elle se rend à Paris avec son amie, la sculptrice Sarah Lipska, et participe activement à la vie artistique de Montparnasse. Pendant la Première Guerre mondiale, elle collabore à l'atelier artistique polonais, créant notamment des poupées inspirées du folklore polonais et de la littérature nationale. Par la suite, elle s'établit à différentes adresses parisiennes, dont au 7 Cité Falguière, où elle vit entre 1926 et 1932. Elle expose régulièrement dans des salons et galeries en France et à l'étranger. Engagée dans les réseaux artistiques polonais de Paris, elle côtoie de nombreux artistes et contribue à la diffusion de la culture polonaise en France. Grande voyageuse, elle séjourne en Italie, en Espagne, en Afrique du Nord et dans le sud de la France, rapportant carnets, œuvres et objets d'art populaire aujourd'hui conservés au musée ethnographique de Cracovie. Ces expériences nourrissent son style figuratif, alliant réalisme poétique, modernité modérée et palette lumineuse. Portraits expressifs, scènes méditerranéennes et paysages exotiques témoignent de sa curiosité et de sa sensibilité. L'aquarelle Danseuse andalouse au chat en est un exemple marquant. Une scène d'intérieur intime et vivante où la danseuse flamenca, peinte dans des tons sobres rehaussés de rouge, côtoie un chat indifférent, révélant humour et légèreté. Morte à Clichy en 1958 et inhumée au Père-Lachaise, Zofia Piramowicz est également honorée d'une tombe symbolique à Varsovie. Ses œuvres sont conservées dans plusieurs institutions, dont le musée du Quai Branly et la Société historique et littéraire polonaise. Une exposition consacrée à son travail a eu lieu en 1972 au musée ethnographique de Cracovie, mais une rétrospective d'envergure ainsi qu'une monographie de l'artiste reste à souhaiter. Née à Odessa, dans l'Empire russe et actuelle Ukraine, et installée en France, Mania Mavro s'impose dès les années 1910 comme une figure singulière de la scène artistique. Active au 14 Cité Falguière en 1913 et 1914, elle participe dès 1911 à des salons prestigieux et expose dans des galeries renommées. Décrite comme dépouillée de tout ce qui fait reconnaître de la peinture de femme, elle échappe aux stéréotypes féminins de son époque par une exécution vigoureuse et une intensité expressive. Sa peinture, qualifiée de souple et véhémente, témoigne d'une énergie rare. Ses paysages de Bretagne, de la Creuse, d'Italie et de Corse sont empreints de mouvement et de lumière et de couleurs intenses, rappelant parfois le vitrail. Il est dit que ses portraits, nus et nature morte, révèlent la même force proche de Cézanne, Gauguin, Rodin, et que son œuvre est marquée d'un reflet slave. L'aquarelle Danseuse bulgare de 1936 illustre parfaitement sa maîtrise de la synthèse des formes et du mouvement des corps. Dans cette œuvre, Mavro capte l'attention sculpturale du mouvement et l'énergie du modèle, alliant tracés affirmés et couleurs vives. Elle incarne ainsi sa capacité à allier observation sensible et composition structurée. Mariée au dessinateur Jean Sorel, dit Jean Testevide, décédé en 1922, Mania Mavro est la mère de Jacqueline, dite Linette, diplômée de philosophie, disparue prématurément en 1945. Ce mariage fait également d'elle la tante du poète Francis Ponge, avec lequel elle entretient une correspondance et dont elle a réalisé au pastel le portrait des parents, Juliette et Armand Ponge. Parallèlement, Mavro s'illustre comme lithographe. Elle fait notamment le portrait de son neveu pour le frontispice du recueil 12 petits écrits, en 1926, qui devait au départ être réalisé par Marc Chagall. D'abord réalisé au fusain, elle le reporte ensuite sur pierre. Elle enseigne également la peinture à au moins un élève, J. Pousse, dont elle a beaucoup influencé le style, si l'on en croit certains articles publiés à cette période. Acclamée par la critique, elle est saluée pour sa puissance de volonté, sa sincérité et son style ardent, vigoureux, volontaire, parfois qualifié de masculin ou viril. Aujourd'hui méconnue, elle mérite une réhabilitation. Son œuvre intense et lumineuse témoigne d'un regard singulier et d'une place injustement oubliée dans l'histoire de l'art moderne.
Née Stéphanie Amélie Mismack à Paris en 1881, Fanny Rosset grandit dans l'atelier de son père, le sculpteur Auguste René Rosset. À une époque où la sculpture est considérée comme un art masculin, elle s'impose dans ce milieu hostile. Membre de l'Union des femmes peintres et sculpteurs, elle entre à l'École des Beaux-Arts de Paris en 1896 ou 1899 selon les sources. C'est une première historique. Sa carrière est jalonnée de premières. En 1904, elle devient la première femme lauréate du concours Chenavard. En 1905, la première jugée apte à concourir pour le prix de Rome, où elle se distingue en 1909 avec Vénus sauvant Hélène de la mort, avec laquelle elle obtient la 16e place, tandis que sa camarade Lucienne Heuvelmans remporte le second Grand Prix. Installée en 1914 à la Cité Falguière, Fanny Rosset fréquente le milieu avant-gardiste parisien. Dans les années 1920, elle se tourne vers les arts décoratifs, créant des statuettes art déco, un mouvement alors en plein essor, ainsi que des bas-reliefs, dont certains conservés à la Villa de la Louvière à Montluçon. Cette culture en terre cuite, exposée ici, date des années 1930 et pourrait être une étude pour Dance of the Old Times, dont un exemplaire en bronze est conservé à la Galerie Arts à Paris et qui existe également en céramique. Rosset expose régulièrement dans différents salons, mais malgré ce parcours exceptionnel, son nom est absent des dictionnaires et expositions. Ses œuvres, souvent dispersées dans des collections privées, témoignent pourtant d'un rôle pionnier dans l'ouverture de la sculpture académique aux femmes et dans le développement de l'art déco. Née en 1872 à Sydenham, au sud de Londres, dans une famille cosmopolite originaire de Revel, aujourd'hui Tallinn en Estonie, parfois dite d'ascendance française, Liliane Catherine de Glen grandit dans un environnement intellectuel et artistique marqué par plusieurs figures éminentes. Son frère, Wilfrid de Glen, peintre impressionniste surnommé le Renoir britannique, Alfred de Glen, ingénieur ferroviaire de renom, et Liz Creighton, historienne et militante suffragiste. Installée en France dès 1900, elle épouse le médecin Édouard Rist, dont elle a 2 enfants. Leur fille meurt prématurément et ils divorcent en 1911. Elle se remarie avec le peintre belge Fernand Thibault, ami de Modigliani, dont elle adopte le nom. Le couple s'installe au 14 Cité Falguière, haut lieu artistique parisien, où il réside au moins entre 1912 et 1938, tout en disposant également d'une adresse à La Roche-Guyon durant la même période. L'œuvre présentée, Sauzon-Belle-Île, représente une rue aux formes volontairement épurées et porte au verso l'inscription « Madame de Glen Thibault, 14 Cité Falguière, Paris 15 ». Artiste au talent varié, Liliane de Glen Thibault s'affirme dans les années 1920 et 1930, exposant régulièrement dans différents salons et galeries, dont la galerie Jeanne Castel, où elle expose en 1934 à l'occasion d'une exposition de femmes peintres. Ses œuvres, allant de nus à des paysages richement colorés, aux natures mortes vigoureuses et compositions florales délicates, témoignent d'une sensibilité mêlant réalisme et stylisation décorative. Elle s'illustre également dans les arts décoratifs et crée des services en porcelaine exposés à l'Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes de 1925, qui sont salués par la critique. Bien que peu d'informations subsistent sur sa formation initiale ou son activité avant 1920, elle a probablement été influencée par son entourage intellectuel et artistique. Sa carrière semble s'interrompre à la Seconde Guerre mondiale et elle meurt en 1951 à l'âge de 78 ans. Oubliée des récits dominants, Liliane de Glen Thibault incarne ces femmes artistes actives et reconnues en leur temps, mais effacées de l'histoire de l'art. Cette présentation souhaite redonner à son œuvre sa place dans la mémoire collective.